Le XVIIIe siècle, introduction. Petite histoire du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle s'étend bien sûr de 1700 à 1799. Mais si l'on considère l'importance des événements historiques qui ont ouvert et clos le siècle, on peut considérer qu'il commence à la mort de Louis XIV en 1715 et se termine à la Révolution française en 1789. Ce siècle marque donc la fin de l'Ancien Régime. On appelle ainsi a posteriori toute la période politique qui précède la Révolution française de 1789. Jusque-là, la France était une monarchie, et depuis le XVe siècle, une monarchie absolue. Un souverain unique dirigeait le royaume. La Révolution remet cela en cause. On tue le roi Louis XVI, le roi alors au pouvoir, ainsi que la reine Marie-Antoinette, sa femme. C'est un acte très fort. Le roi était considéré comme un correspondant de Dieu sur terre. Sa mort a donc un poids spirituel, mais aussi social. On remet en cause des centaines d'années de soumission à un souverain et toute l'organisation qui en découle. Les fondements de toute une société sont supprimés. Mais attention, cela ne veut pas dire que la Révolution est une rupture violente avec le passé et que tout s'efface du jour au lendemain. Elle était préparée par nombre de facteurs, plus ou moins directs. Politique d'abord. Après la mort de Louis XIV, qui représentait l'acmé de la monarchie absolue, on assiste à un déclin de l'autorité royale. On s'aperçoit en outre que l'Angleterre, par exemple, qui est une monarchie parlementaire, laisse davantage de place au peuple. Les facteurs sont aussi économiques. Plusieurs guerres déchirent l'Europe du XVIIIe siècle. Sur un autre plan, les conditions climatiques et sanitaires sont très difficiles, hiver glacial, grandes pluies, épidémies animales, et appauvrissent le royaume de France. Les causes sont enfin culturelles. Dans toute l'Europe, des penseurs ayant hérité des idées de la Renaissance œuvrent pour un renouveau intellectuel. Ce seront les Lumières, dont les écrits ont indirectement œuvré pour la Révolution. La Révolution représente un immense bouleversement politique, social, économique et culturel, mais elle n'est pas née en un jour et n'efface pas des siècles d'histoire. Le XVIIIe siècle est un siècle de progrès techniques, scientifiques, d'ouverture au monde, de réflexion philosophique, mais c'est aussi un siècle violent. L'Europe est le théâtre de nombreuses guerres de succession, de guerres coloniales ou territoriales. Permis par les progrès de la science et de la technique, le commerce triangulaire qui se développe entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques est fondé sur la traite des esclaves africains. Le monde littéraire. Comme au XVIIe siècle, dont le rapport à la langue accompagnait une volonté d'unification du royaume, le XVIIIe siècle considère que la langue doit être pure, c'est-à-dire éliminer tous les mots bas, provinciaux, familiers. Cependant, le XVIIIe met aussi en avant l'idée de progrès. Les découvertes scientifiques et techniques impliquent l'utilisation de nouveaux mots. Plus encore, une attention nouvelle est portée aux réalités du cœur et de la vie sociale. Plus qu'avant, on cherche le mot juste, propre à exprimer les nuances du sentiment et de l'esprit humain. Cela implique que la langue doit accepter de nouveaux mots ou des tournures inédites. Donc la langue du XVIIIe siècle est travaillée par un idéal de pureté, mais aussi par une volonté d'enrichissement. La position de l'écrivain évolue. Beaucoup d'écrivains bénéficient du soutien d'un mécène, c'est-à-dire un puissant qui entretient un auteur. Ce qui est nouveau au XVIIIe siècle, c'est que ce rôle de mécène est aussi tenu par les membres de la nouvelle bourgeoisie d'argent. Il y a donc davantage de mécènes et un développement de la littérature hors des cours et de la noblesse. Cependant, beaucoup d'écrivains doivent aussi se résoudre à vivre de leur plume. Rétif de la Bretonne, un auteur du XVIIIe siècle, appelle Rousseau du ruisseau, c'est-à-dire du caniveau, ces auteurs du XVIIIe, contemporains de Jean-Jacques Rousseau, qui doivent courir de porte en porte pour se faire publier ou jouer dans les théâtres. La profession est cependant un peu aidée par la création d'une communauté littéraire et scientifique. Les auteurs se soutiennent entre eux, se font connaître, même si c'est parfois par le biais de la querelle des anciens et des modernes, par exemple, prend un nouvel élan au XVIIIe siècle. L'édition se développe, encouragée par l'accroissement du public sachant lire et écrire, quoiqu'il reste encore très minoritaire à l'échelle de la population. Certains auteurs, parmi lesquels Beaumarchais, s'efforcent de faire reconnaître les droits des auteurs. La loi de 1791 garantit aux auteurs la propriété intellectuelle et économique de leurs œuvres. Le journalisme, qui profite des progrès de l'impression et de l'accroissement du public, se développe beaucoup. Il influence la littérature, car souvent les auteurs font aussi du journalisme. Marivaux, par exemple, est directeur du Spectacle français, de l'Indigent philosophe, puis du Cabinet du philosophe. Inversement, les romans prennent parfois la forme du journal. Ils sont publiés en plusieurs parties. Ils sont moins considérés comme des monuments intouchables que comme des dialogues avec un public. Ce tableau est intéressant pour comprendre la façon dont le XVIIIe siècle envisage la littérature.
Nous sommes dans le salon de Madame Geoffrin en 1755. C'est une riche bourgeoise qui regroupe dans son salon des artistes, des écrivains et des gens du monde. Ce soir-là, 2 acteurs de la Comédie-Française donnent lecture d'une œuvre de Voltaire, qui, installé à Genève, est présent dans la salle sous forme de buste. Dans l'assemblée, on retrouve Buffon, Diderot, d'Alembert, tous les représentants des philosophes. Cette scène souligne l'alliance de la littérature et de la mondanité. On honore l'œuvre de Voltaire par une lecture publique, dans un cercle choisi. Le peintre, en 1812, choisit de faire se rassembler tous les esprits du temps, de façon parfois anachronique, puisqu'ils n'ont pas tous le même âge au même moment, et de les allier à la vieille bourgeoisie, comme une image de l'esprit du siècle et du progrès à venir. Les œuvres littéraires. Le critique Yves Citon montre que ce que l'on appelle aujourd'hui littérature est défini différemment au XVIIIe siècle. C'est une forme de culture, de savoir, permise par une lecture assidue des œuvres classiques. Quand on parle de la littérature du XVIIIe, on adopte donc le sens moderne du mot pour désigner une réalité moins évidente à l'époque. Avant d'être dite littéraire, une œuvre se définit d'abord par son genre, et ces genres sont forcément hiérarchisés, comme au siècle précédent. La tragédie et l'épopée sont des genres nobles, puis viennent la comédie et le roman. La farce et la poésie de fantaisie sont en bas de l'échelle. Au théâtre, la comédie subit l'influence de Molière, surtout après que les comédiens italiens, interdits par Louis XIV, sont revenus en France. Cependant, avec Marivaux, le genre se consacre davantage à l'explication du cœur humain, à la finesse des sentiments, que vient servir une langue littéraire très spécifique. On assiste surtout au formidable développement du roman, qui trouve une légitimation dans la proclamation de son apparente authenticité. Dans leurs préfaces, avant-propos ou introductions, les auteurs font mine d'avoir entendu ou trouvé le manuscrit quelque part, et d'en être seulement les éditeurs. C'est le cas de La vie de Marianne de Marivaux, de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, dont vous pouvez aller lire les préfaces. Cette quête d'authenticité, qui fonctionne comme un jeu avec les lecteurs du temps, témoigne aussi d'une volonté de rapprocher le roman de la réalité, une voie que suivra le roman moderne au XIXe siècle. Cela témoigne aussi d'une volonté de faire réfléchir le lecteur sur les mœurs de son siècle, ou de saisir au plus près les manifestations de la sensibilité humaine. Crébillon écrit par exemple, dans sa préface aux égarements du cœur et de l'esprit. Dans le roman moderne, le sentiment ne serait point outré. L'homme, enfin, verrait l'homme tel qu'il est. On l'éblouirait moins, mais on l'instruirait davantage. Le roman par lettres encourage cette exploration de l'homme, en même temps qu'il permet le décentrement du point de vue, redoublé par Montesquieu, qui fait intervenir des personnages d'étrangers dans les lettres persanes. Quoique très hiérarchisée, la littérature s'amuse à expérimenter de nouveaux genres, à brouiller les frontières. Le rococo, ou style rocaille, dans la lignée du baroque, se répand dans le milieu des arts décoratifs, la peinture et la sculpture, pour montrer que tout est reflet, passage ou mouvement. En littérature, au même moment, le conte de fées et la tradition du conte oriental, née de la lecture des Mille et une nuits, traduite en 1705, cristallisent cette volonté de mélange des genres. Le XVIIe siècle pose l'amour vertueux comme un idéal. Après la mort de Louis XIV, la libération des mœurs inaugurée par la Régence et le règne de Louis XV, roi libertin, inaugurent une déconstruction de cet idéal, tant dans la réalité que dans les écrits critiques qui décortiquent le sentiment humain. En effet, les auteurs du XVIIIe siècle explorent la sensibilité humaine. Marivaux, par un recours accru au déguisement, à la mise en scène, au récit d'ascension sociale, pose la question des liens entre classe sociale et sentiments amoureux. Prévost, dans Manon Lescaut, interroge les effets de l'amour sur la morale et la vertu d'un jeune homme de bonne famille. L'attention se porte bientôt sur le personnage du libertin, que Crébillon fils définit comme un homme qui se sert de l'amour pour satisfaire le plaisir de ses sens, aussi bien que sa vanité. Son hypocrisie lui permet de jouer le jeu de la société. Le libertin est inséparable de la mondanité. Il est la mondanité poussée à l'extrême. Les mémoires de Casanova rapportent sur le mode autobiographique les aventures d'un séducteur du XVIIIe siècle. À la fin du siècle, à mesure que les tensions sociales s'accentuent et laissent pressentir la fin de l'Ancien Régime, les œuvres témoignent de l'éclatement de cette société mondaine. C'est le cas des liaisons dangereuses de Laclos ou de l'œuvre du marquis de Sade, qui va plus loin dans l'interdit mondain et confronte l'idée de progrès à la noirceur fondamentale de l'homme. Cependant, plus ou moins au même moment, Jean-Jacques Rousseau publie les Confessions, considérées comme la première autobiographie de la littérature française. Dans cette exploration de soi,
Rousseau affirme sa volonté de renouer avec la nature de l'homme et du monde pour lutter contre l'hypocrisie mondaine et la violence de la société moderne. Il offre une porte de sortie à la crise des valeurs de la fin de l'Ancien Régime et ouvre ainsi la voie au romantisme qui, avec Chateaubriand puis Victor Hugo, s'imposera au début du XIXe siècle. Les Lumières. Le critique Yves Citon met en garde contre l'illusion d'optique qui consiste à réduire tout le XVIIIe siècle au seul mouvement des Lumières. En réalité, celui-ci ne représente qu'une petite minorité des œuvres publiées à l'époque. Dans son ouvrage intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?», Kant, philosophe allemand, définit la pensée des Lumières en empruntant la formule du poète latin Horace, sapere aude, c'est-à-dire « aie le courage de savoir ». Selon Kant, l'esprit des Lumières, je cite, permet à l'homme de sortir de l'immaturité dont il est lui-même responsable. L'immaturité est l'incapacité d'employer son entendement sans être guidé par autrui. L'essentiel de la pensée des Lumières réside donc en la confiance en l'entendement, c'est-à-dire en la raison. Il s'agit de renoncer aux pensées préconçues, au système métaphysique, déjà mis à mal par les bouleversements antérieurs, guerres de religion, grandes découvertes astronomiques et géographiques, et de se concentrer sur un savoir concret, à notre portée. Les philosophes, qui viennent de différents pays d'Europe, ne disent pas tous la même chose. En matière de religion, par exemple, Voltaire est déiste, c'est-à-dire qu'il pense que Dieu a créé le monde, mais qu'il ne règne plus sur l'ordre des choses, alors que Rousseau est catholique. En matière de politique, Montesquieu est favorable à une monarchie parlementaire, comme en Angleterre. Rousseau, citoyen de Genève, est plutôt en faveur d'une république. Mais il partage certaines valeurs essentielles, la foi en la raison, en le progrès, la conscience d'un nécessaire relativisme pour éviter l'esprit de système. Les idées des philosophes ont un retentissement direct sur la réalité. En témoignent les affaires dans lesquelles ils interviennent, mais aussi la convocation de leurs écrits pendant la Révolution française. Le grand ouvrage de ce mouvement, c'est l'Encyclopédie. Publiée de 1750 à 1772 sous la direction de Diderot et d'Alembert, son titre complet est l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Ce sont 17 volumes d'articles et 11 volumes de planches, c'est-à-dire d'illustrations, portant sur tous les domaines de la connaissance, sciences et techniques, culture, politique, religion, mœurs, etc. Vous voyez ici la planche de papeterie de Louis-Jacques Boussier. L'encyclopédie est une collaboration des philosophes. Il s'agit bien sûr d'informer, de recenser et classer les savoirs du siècle, mais aussi et surtout de transmettre l'esprit philosophique. Les philosophes n'adoptent pas un ton neutre, ils se servent de l'ouvrage pour affirmer leurs idées. Les philosophes utilisent des textes d'idées, bien sûr, dictionnaires, essais, ouvrages philosophiques, mais ils investissent aussi la fiction. Voltaire adopte le genre du conte philosophique, avec Candide par exemple, dont vous avez ici une illustration. Rousseau et Diderot, par exemple, investissent le roman. La fiction permet de faire réfléchir le lecteur, de le confronter à des situations qui lui permettent de repenser la réalité du monde.